Bienvenue dans ce premier épisode qui inaugure la mini-série de l'été sur l'installation à l'étranger. Pendant tout le mois d'août, tu pourras retrouver des épisodes de 15 minutes dédiés à une ville en particulier où je discute avec un expat qui y vit déjà et qui partage des informations qui concernent principalement l'administratif, le système bancaire ou encore les logements. Aujourd'hui, on fait l'introduction de cette série avec Margot d'Expatez-vous. Elle accompagne les expatriés à l'installation et au retour en France. On discute ensemble des choses qu'on oublie parfois quand on change de pays. Cet épisode est pour toi si tu changes de pays ou si tu quittes la France cet été. Tu connais peut-être quelqu'un dans cette situation, alors n'hésite pas à lui envoyer cet épisode ou à le publier dans le groupe d'expatriés dans lequel tu es. Bonjour Margot, bienvenue chez Nomadique. Alors tu accompagnes les Français qui préparent une expatriation. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es arrivé à faire ça et quels sont les profils que tu accompagnes? J'accompagne les Français qui partent vers l'étranger ou qui reviennent en France. Je fais les deux transitions. Je les accompagne sur l'aspect pratique, donc toute la préparation vraiment logistique, administrative, mais aussi sur la réflexion de qu'est-ce qui m'attend au départ ou au retour, et qu'en général on a du mal à anticiper quand on l'a jamais vécu. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? À la base, je suis infirmière humanitaire, donc j'ai vécu plusieurs départs et retours qui ont été très différents. Et je me rends compte que la santé, c'est au cœur de ma vie depuis 15 ans. Et donc, j'avais envie de garder ce sujet de la santé et de comment on garde son équilibre quand on change de pays et qu'on est un peu bousculé, bouleversé par tous ces changements. Et pour les profils que j'accompagne, en fait, le point commun, c'est les Français. Parce qu'après, il n'y a pas forcément de point commun sur l'âge, le statut. J'ai autant d'étudiants que de salariés, que de familles avec enfants, sans enfants, de couples, de solos, de retraités. Donc il y a tous les âges. Leur point commun, c'est qu'ils ont envie de se préparer correctement, ils ont envie de vivre ça plus sereinement que s'ils étaient tout seuls et de se faire guider étape par étape pour vivre une transition plus sereine, on va dire. Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que du coup, tu es la personne toute indiquée pour faire l'introduction de cette petite série de l'été autour de l'installation à l'étranger. Selon toi, quelles sont les 3 premières choses à faire quand on part à l'étranger? Alors, au-delà des choses à faire, avant de partir à l'étranger, il faut être très clair sur le pourquoi, quand et combien de temps on part. Tout commence en posant une date de départ très claire, décider bien sûr où on part, mais ça, comme tu dis, si on sait déjà, si c'est un projet, on a le pays. Pourquoi est-ce qu'on part pour le boulot, est-ce qu'on part pour le perso? Ça change tout dans le conditionnement en fait un peu de son état d'esprit. Et le combien de temps, ça peut aussi faire varier les préparatifs parce qu'on se prépare pas de la même façon quand on part 1 an que quand on part sans date de fin. Il y a des choses bien sûr à réfléchir et à mettre en ordre de façon différente en fonction de la durée. Alors une fois qu'on a bien défini tout ça, qu'est-ce que tu conseilles d'un point de vue logistique? Alors d'un point de vue logistique, bien sûr il y a la question du logement à identifier où est-ce qu'on va vivre une fois qu'on sera sur place. Mais en fait, dans l'organisation logistique de son départ, il y a vraiment 2 périodes. Il y a la période avant le départ et la période sur place quand on arrive. Et parfois, on se charge mentalement de tout ce qu'il y a à faire là-bas, à considérer bien sûr, mais qu'on ne peut pas démarrer avant d'arriver sur place en général. Donc, ça sert à rien de se surcharger de ça. Il faut assurer la base pour être en sécurité, un peu confortable. Mais il y a tout ce qu'il y a à clôturer, je dirais, en France. Est-ce que je suis dans une loc? Est-ce que je dois vendre ma maison ou mon appartement? Est-ce que je garde un pied-à-terre? Donc cette logistique-là, et puis ensuite, qu'est-ce que j'emmène avec moi? Qu'est-ce que j'emporte comme affaires? Est-ce que je prends tous mes meubles et toutes mes affaires, ou est-ce que je me fais une valise avec le strict minimum d'affaires et je mets surtout des souvenirs, des choses un peu plus émotionnelles dans ma valise pour que j'emmène avec moi un bout de ma vie, que je me sente pas trop seule à l'autre bout du monde. Tu as raison de le mentionner parce qu'on oublie ces petits objets qui nous rappellent la Ouais. maison. Et quand ça fait 15 jours qu'on est sur place, c'est comme un doudou. Ça fait du bien de le Exactement. Moi, retrouver. en général, dans la liste, je dis
Mettez votre doudou si vous avez un doudou. Mettez votre doudou dans votre valise. Du coup, sur ça aussi, ça va dépendre du type de logement que tu vas trouver sur place. Est-ce que tu conseilles de regarder avant quand même pour avoir une idée du budget ou tu conseilles d'arriver sur place et de faire les recherches une fois qu'on a une bonne idée des quartiers, par exemple, dans lesquels on veut vivre? Alors pour moi, il y a 2 choses. Il y a comment tu pars? Est-ce que tu pars seul ou en famille? Parce qu'on n'est pas sur le même besoin logistique d'installation, de sécurité. Quelqu'un qui est seul va être beaucoup plus flexible, et peut-être se dire: «Ben, bah, j'arrive et je vois et si jamais j'ai besoin de bouger, je bouge». Bouger une famille de 5, c'est quand même pas la même chose. Et puis ça va dépendre de ton statut. Est-ce que tu pars avec un boulot? Est-ce que tu pars sans boulot? Est-ce que tu pars pour découvrir le monde? Tout ça, ça rentre en compte dans la recherche de logement. Moi, ce que je conseille toujours, autant que faire se peut, c'est tu bookes un Airbnb pour 1 mois ou 2, tu prends le temps de découvrir le quartier, dans lequel tu es là et les autres quartiers, voir si c'est là où tu auras envie de vivre et ensuite de ça, tu t'engages parce qu'en plus de ça, trouver un logement et t'engager dans un logement quand tu l'as pas visité, c'est assez complexe, ça peut, vraiment créer un mal-être et c'est important d'avoir un cocon où on se sent bien. Donc, oui, tu regardes les prix, tu te renseignes sur tout ça, mais tu tu penses transitoire aussi, au début en tout cas. Parce que en fait, ça a quand même un impact non négligeable sur la façon dont tu vas vivre, ton impact sur ton budget, mais aussi les transports pour aller au travail, par exemple, ou Exactement. la distance entre ta maison et l'école de tes enfants. C'est exactement comme le fait de choisir un pays quand des gens posaient la question, «J'ai envie de partir, vous me conseillez d'aller où?» En fait, cette question, qui paraît drôle comme ça, chaque personne a des besoins différents et n'aime pas forcément le même environnement et donc à distance, de se faire conseiller alors qu'on n'a pas ressenti aussi la vibe un peu du quartier, de la ville, pour être sûr qu'on y est bien. Le 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 logement, c'est son cocon. C'est là où on est censé revenir et se sentir confortable, en sécurité. On se sent, comme dans un nid douillet parce que, c'est là où on va revenir quand ça va moins bien. Donc si tu es pas bien en plus dans ce logement-là et que tu arrives pas à te faire ton trou, c'est assez complexe quand même, tu pars avec une base qui est un peu déséquilibrée en termes de santé, personnelle, quoi. Moi, j'avais fait plusieurs versions de ça, du recherche du logement. J'avais fait les recherches sur Internet. J'étais arrivée sur place et première fois où j'arrive au Mozambique, j'étais arrivée sur place et j'avais cherché moi-même le logement après le fameux Airbnb que tu conseilles. J'avais trouvé qui était le plus approprié pour moi à l'époque. Et après, deuxième version, j'avais déjà un enfant. Et là, j'étais partie dans le pays avant pour trouver un Mmh. logement et pas pour pas déstabiliser ma fille. Et la troisième fois, c'était mon mari qui avait trouvé un logement avant qu'on arrive et c'était, la version que j'avais le moins préférée parce que du coup, j'avais pas eu mon mot à dire sur le choix de l'emplacement, principalement. Ta stratégie, elle a été Et différente, si tu étais seule, en couple, à 3 et donc il y a les besoins évoluent aussi et donc d'un voyage à l'autre, on peut avoir des besoins tout à fait différents, quoi. la prochaine question que j'aimerais bien te poser, c'est, par rapport au compte bancaire. Qu'est-ce que tu as pu remarquer, toi, dans les personnes que tu accompagnes? Est-ce qu'elles choisissent, plutôt d'ouvrir un compte bancaire avant même d'arriver sur place? Ou est-ce qu'elles choisissent la banque une fois qu'elles sont sur place? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà, tu peux garder ton compte bancaire en France à condition que ce compte bancaire, il soit ouvert à l'international. Il y a des banques en France, qui ne font pas ça et donc les gens peuvent se retrouver coincés, par l'envoi d'un code pour valider une transaction. J'ai une cliente qui, passait 5 ans en Chine et qui n'a pas pu faire une seule transaction parce que, son téléphone ne recevait pas, le code. Donc il faut bien penser à ça Le avant de fameux partir, code. le fameux code ou même si l'application bancaire ne passe pas dans le pays pour recevoir, pour valider et tout ça. Donc ça, c'est important. Prenez rendez-vous avec votre banquier. Oui, on sait, c'est pas votre personne favorite sur la terre, mais pour savoir les options internationales, combien ça va vous coûter, si jamais il y a des retraits, comment est-ce que eux gèrent l'international, euh, et aussi parce que pour les prévenir que vous allez partir à l'étranger. Moi, avec ça, je double avec un compte en ligne qui peut être intéressant pour le changement de devise. Pour ne pas les nommer, il y en a quelques-uns. Ça peut vraiment sauver des vies. J'ai une cliente qui est arrivée en Thaïlande, premier jour, elle a bloqué sa carte physique. Et donc, grâce à ce compte en ligne, parce que en Thaïlande, certains endroits, ils autorisent un retrait électronique avec la carte virtuelle.
elle a pu manger et vivre pendant quelques jours. Mais voilà, c'est tout un truchement. Et quand on s'installe à l'étranger et qu'on va y vivre et qu'on va recevoir un salaire ou qu'on va payer un loyer, certains pays vous obligent à avoir un compte avant d'arriver parce qu'il faut l'avoir approvisionné. Donc ça, c'est aussi se renseigner par rapport au pays et au système bancaire. Il y a des systèmes bancaires qui fonctionnent pas du tout pareil que chez nous, avec des cartes de crédit et de débit. Donc c'est un système très particulier, notamment aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, c'est une manière de faire à laquelle il faut s'éduquer. Merci Elisabeth de nous aider à nous éduquer sur ces questions. Et sinon, ça peut être sur place de voir quelle est la banque, éventuellement si votre banque à vous a une filière à l'étranger, ou quelle est la banque qui, pareil dans l'autre sens, autorise les transferts internationaux sans trop de frais, qui a pignon sur rue dans le pays, sur lequel vous allez faire passer un peu d'argent et en euros et dans la devise locale. C'est hyper important que tu mentionnes ce point de transférer l'argent aussi au retour. Est-ce qu'on peut faire des transferts internationaux dans l'autre sens? Parce que c'est pas forcément le cas partout dans le monde. Et quand il faut retirer les petites coupures, ça fait pas plaisir. Tu mentionnais les histoires de cartes. On en avait parlé avec Quentin dans le tout premier épisode du podcast quand il est arrivé au Japon. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode si vous cherchez un exemple détaillé sur le sujet. Sur la partie administration, quels sont les éléments qu'on oublie le plus souvent? On n'oublie pas de préparer son visa, ça parce qu'on le sait, parce que c'est notre sésame pour rentrer, donc ça, c'est pas de problème. On oublie peut-être de prévenir les différentes caisses qu'on part. Sécurité sociale, impôts, retraite, c'est les basiques. Mais en fait, on bascule dans une caisse qui est spéciale pour les non-résidents quand on part à l'étranger. Et donc, il y a peut-être des accords qui existent qu'il faut checker entre la France et le pays dans lequel vous allez. On oublie aussi parfois, en arrivant sur place, de s'inscrire au consulat, sur les listes consulaires, qui offrent des services, pas mal de services aux Français, et qui peuvent permettre d'avoir des infos concernant la France ou même l'environnement dans lequel vous gravitez, qui permettent d'avoir accès à tout ce qu'on peut trouver, par exemple, dans une mairie, des actes de naissance, refaire son passeport, sa carte d'identité, voter. Tout ça, c'est des choses pour participer à la vie citoyenne, hein, si vous avez envie de le faire. Tout le monde n'a pas envie de garder un contact avec la France. Sachez que, en tout cas, les réseaux consulaires sont là pour vous. Les conseillers des Français de l'étranger, enfin, voilà, il y a plein de gens qui sont intéressants de connaître. Et puis, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie parfois son assurance santé, parce qu'on se dit qu'on n'est jamais malade et qu'on ne sera pas forcément malade sur place. Or, c'est une bêtise de penser comme ça, pardon, mais votre corps va devoir s'adapter à un environnement auquel il est pour l'instant hostile. Et en fait, le corps réagit. Et parfois, le corps pète un plomb, voilà, et vous met dans des situations où ça peut vous coûter très, très, très cher. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte du prix de la santé dans le monde et partout. Donc avoir une assurance qui vous couvre et pour l'hospitalisation et pour le rapatriement, c'est hyper important. Avec des hauteurs, avec des garanties, au premier euro aussi, attention aux franchises. Ça peut coûter très cher d'atteindre la franchise. Ça ne se néglige pas. Votre santé, elle est importante et c'est pas quand vous êtes déjà dans le mal qu'il faut s'en occuper parce que là, vous allez payer des malus et ça va vous coûter plus cher de souscrire à une assurance que de le faire avant de partir. Vous pouvez garder un pied dans la sécurité sociale. Il y a plein de façons de le faire possible. C'est un sujet dont on ne parle pas forcément quand on regarde un peu son budget, toute la logistique qu'il faut pour partir, etc. Et en fait, on se retrouve avec des catastrophes où ça coûte très très vite plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un accident ou même pour faire des suivis réguliers parce que la santé en dehors de la France, c'est très très cher. Ouais, mais même en France, mais on s'en rend pas compte puisqu'on n'est pas éduqué comme ça. Un passage aux urgences en France, c'est 800 euros. Hein. Si les gens savaient ça, déjà, ils le prendraient différemment. 800 euros, bah, tu vois, c'est un chiffre que j'avais pas. Et ça met en perspective le coût de la santé, même quand on sort pas sa carte bleue. Exactement. Est-ce que tu as un exemple d'une personne que tu as accompagnée et qui du coup a bien préparé son départ? Je dirais que tous les clients que j'accompagne ont bien préparé leur départ.
puisque déjà, ils ont fait ce pas de venir vers moi et de se dire ok, je peux pas tout faire tout seul, ou c'est mon premier départ, donc il y a forcément des choses que je vais louper. Et mon but à moi, c'est de mettre en lumière les petites zones un peu floues, ou de dire est-ce que tu as pensé à ça? C'est des petites astuces qui en général peuvent changer la vie. Des exemples de gens qui sont bien préparés. Là, en ce moment, j'ai une cliente qui est en Corée pour un semestre à l'étranger. Je l'ai préparée elle, mais j'ai aussi préparé ses parents. Parce que en termes de rassurance, je vois ma fille partir au bout du monde, elle a 22 ans et c'est son premier départ. Les parents aussi ont besoin d'être rassurés. Et elle, on a parlé de sa santé à elle, perso, émotionnelle, du fait qu'elle va vivre ses premiers instants à l'étranger, une liberté qu'elle connaît pas. Et puis on a préparé où est-ce qu'elle va vivre, quelle est la meilleure solution pour elle. Et derrière, elle s'est fait un petit trip Vietnam, Thaïlande, pour la continuité, et c'était hyper chouette de la voir prendre son envol, et ça, c'était vraiment chouette. Oui, c'est beau. Est-ce que tu as au contraire un exemple de quelqu'un pour qui n'était pas du tout préparé et qui a un peu peut-être t'a appelé en catastrophe après pour en soutien? J'ai des gens qui m'appellent après être arrivés sur place parce qu'ils ont eu connaissance de mes services après, ou parce que le départ s'est fait un peu précipitamment, en se disant oui, bah c'était un rêve, on a décidé ensemble, c'était chouette, on va y aller, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oui, c'est possible. J'ai créé un pack exprès pour ça qui s'appelle le pack au secours parce que faut faire un peu de rattrapage alors surtout sur la partie santé perso et émotionnelle, de qu'est-ce qu'on traverse, quels sont les processus, les étapes, pourquoi ça fait des hauts et des bas comme ça, ne serait-ce que comprendre ce qui est traversé et de se dire on n'est pas des extraterrestres et en fait on vit un processus tout à fait normal. Ça aide à remettre à remettre dans l'ordre et à refaire descendre la pression. Et au bout de ces 3-4 séances, la personne que j'ai accompagnée m'a dit maintenant je peux dire que j'aime mon expatriation, et juste parce qu'elle a pris conscience que c'était normal et qu'il y a des ressources à mobiliser dans ces cas-là quand ça va moins bien. Donc ça, c'est chouette. Il y a autre chose que tu voulais mentionner? Dans ce qui me paraît vraiment important et que sur lequel j'ai envie d'appuyer parce que c'est mon cœur de métier, c'est ne sous-estimez pas la partie justement personnelle et émotionnelle. Oui, vous pouvez le faire tout seul. Oui, il y a toutes les ressources en ligne pour vous préparer au départ. Sur le plan administratif, logistique, il y a des checklists dans tous les sens. Par contre, si c'est la première fois que vous partez, non, vous ne savez pas ce qui vous attend parce que vous ne l'avez jamais vécu. Et donc, faire confiance à une professionnelle qui a plusieurs expériences à son actif, dont le métier, c'est la santé, donc prendre soin de vous sur tous les plans au moment de cette transition, en fait, c'est pas vous donner la garantie parce que j'empêche pas les gens de vivre des obstacles et des murs parfois, de prendre des murs, mais c'est vous amener une paix de l'esprit et une sérénité et une ressource supplémentaire en cas de mal-être ou en cas de moins bien. Voilà ce que je voulais rajouter, parce que c'est vraiment important. Ouais, je te remercie Margot. Ouais, je pense qu'on pourrait faire un épisode d'1 heure toutes les deux sur ce sujet. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse et si vous souhaitez faire revenir Margot pour un épisode spécial où on pourra développer tous ces sujets en détail. Cet épisode amorce le début de la série sur l'installation. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous changez de pays cette année ou si vous quittez la France pour la première fois. On va faire des focus par ville pendant tout le mois d'août. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles pour nous aider à remonter dans les recherches et à partager cet épisode dans vos groupes d'expats où vous vivez. Ça aidera peut-être une personne qui vient de s'installer ou une personne qui cherche des informations supplémentaires sur la gestion de patrimoine à l'international. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.